Spinoza prouve, l'arche de Noé n'a jamais pu exister. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps jusqu'en 1665. Les rues d'Amsterdam résonnent du bruit des sabots sur les pavés mouillés. Dans une petite maison modeste, un homme de 33 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux perçants, trempe sa plume dans l'encre. Il ne le sait pas encore, mais les mots qu'il s'apprête à écrire vont ébranler les fondements de 3 religions monothéistes et révolutionner à jamais notre façon de comprendre les textes sacrés. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ce qu'il va découvrir sur l'arche de Noé va vous laisser sans voix. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient les idées reçues et nous font réfléchir différemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant aiderait beaucoup plus de personnes à découvrir cette histoire incroyable. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment un philosophe du XVIIe siècle a utilisé la logique pure pour démolir l'un des récits les plus célèbres de l'humanité? Êtes-vous prêt à voir la Bible à travers les yeux du plus grand penseur critique de son époque? Le génie qui défia 3 religions. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi son nom fait-il encore trembler certains théologiens aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort? Pour comprendre la puissance révolutionnaire de son analyse de l'arche de Noé, nous devons d'abord comprendre l'homme exceptionnel qui se cachait derrière cette démonstration implacable. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, Baruch Spinoza grandit dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Mais saviez-vous que son prénom, Baruch, signifie littéralement « béni » en hébreu? Quelle ironie du destin quand on sait que cet homme béni allait devenir l'un des plus grands iconoclastes de l'histoire de la pensée occidentale. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre des capacités intellectuelles extraordinaires. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol, le hollandais et le latin. Mais surtout, il développe cette curiosité insatiable qui le caractérisera toute sa vie. Vous imaginez un enfant de 12 ans qui pose des questions si dérangeantes sur les textes sacrés que ses professeurs commencent à s'inquiéter. C'était Spinoza. Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le jeune Baruch étudie la Torah, le Talmud et les commentaires rabbiniques. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptent les enseignements traditionnels, lui commence à poser des questions embarrassantes. Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment peut-il y avoir de la lumière avant la création du soleil dans la Genèse? Ces questions, apparemment innocentes, révèlent déjà l'esprit analytique qui va révolutionner l'exégèse biblique. Mais ce qui distingue vraiment Spinoza de tous ses contemporains, c'est sa méthode révolutionnaire. Imaginez-vous à une époque où remettre en question la Bible était passible de mort dans la plupart des pays européens. Comment un homme seul a-t-il eu le courage de développer une approche si radicalement nouvelle? La réponse réside dans son génie méthodologique. Spinoza fut le premier penseur de l'histoire à appliquer les méthodes de la géométrie euclidienne à l'analyse des textes sacrés. Vous connaissez Euclide? Ces éléments de géométrie, avec leurs axiomes, leurs postulats et leurs démonstrations logiques, eh bien, Spinoza a eu cette idée géniale d'appliquer la même rigueur logique à l'étude de la Bible. Mais comment fait-on de la géométrie avec des textes religieux? Spinoza commence par établir des axiomes de base. Premier axiome, la nature suit des lois immuables. Deuxième axiome, ces lois ne peuvent être suspendues, même par Dieu. Troisième axiome, tout phénomène doit pouvoir être expliqué par des causes naturelles. Ces principes, révolutionnaires à l'époque, vont devenir les fondements de l'exégèse moderne. Appliquer ces axiomes à l'arche de Noé, vous imaginez le résultat? C'est exactement ce que Spinoza va faire, avec une précision chirurgicale qui va réduire en miettes toute possibilité d'une interprétation littérale de ce récit. Mais avant d'aller plus loin, comprenez-vous à quel point cette approche était dangereuse? En 1656, à l'âge de 23 ans seulement, Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. L'acte d'excommunication, conservé aujourd'hui encore dans les archives de la synagogue portugaise, est d'une violence inouïe. Écoutez ces mots terrifiants.
Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Pourquoi une telle violence ? Parce que Spinoza avait osé dire que la Bible devait être étudiée comme n'importe quel autre livre ancien, avec les mêmes méthodes critiques qu'on applique à Homère ou à Virgile. Vous imaginez le scandale ? Un juif qui ose traiter la Torah comme un document historique ordinaire, mais Spinoza ne s'arrête pas là. Exilé de sa communauté, il continue ses recherches avec une détermination inébranlable. Il développe sa philosophie dans le secret, entouré d'un petit cercle d'amis libres penseurs. Et c'est dans ce contexte qu'il va produire son analyse dévastatrice de l'Arche de Noé. Savez-vous ce qui rend l'approche de Spinoza si unique ? Il ne se contente pas de critiquer le récit biblique de l'extérieur, comme un sceptique ordinaire. Non, il entre dans le texte, il l'analyse de l'intérieur, avec toute la rigueur d'un mathématicien et toute la précision d'un linguiste. Il maîtrise parfaitement l'hébreu biblique, il connaît tous les commentaires rabbiniques, il a étudié les traditions chrétiennes et musulmanes. Quand Spinoza critique la Bible, il le fait en connaissance de cause absolue. Et c'est précisément cette maîtrise parfaite qui rend son analyse si dévastatrice. Comment réfuter un homme qui connaît les textes sacrés mieux que la plupart des théologiens de son époque? Comment l'accuser d'ignorance quand il cite l'hébreu avec une précision parfaite et qu'il connaît par cœur les moindres subtilités du texte original? Mais ce qui fascine le plus chez Spinoza, c'est sa méthode d'approche du récit de l'Arche. Au lieu de rejeter l'histoire en bloc, comme le feraient des sceptiques ordinaires, il va la disséquer pièce par pièce avec la précision d'un anatomiste. Il va examiner chaque détail technique, chaque dimension donnée par le texte biblique, chaque implication logique du récit. Vous vous demandez sûrement comment un homme du XVIIe siècle pouvait avoir accès à toutes les connaissances scientifiques nécessaires pour une telle analyse. C'est là que le génie de Spinoza éclate dans toute sa splendeur. Non seulement il maîtrise parfaitement les mathématiques et la physique de son époque, mais il est aussi en contact avec tous les grands savants de son temps. Imaginez la richesse de son réseau intellectuel. Il correspond avec Leibniz, l'un des inventeurs du calcul infinitésimal. Il échange avec Huygens, le grand physicien hollandais qui a découvert les anneaux de Saturne. Il dialogue avec les membres de la Royal Society de Londres, cette académie scientifique qui révolutionne alors notre compréhension de la nature. Mais surtout, Spinoza a accès aux récits de voyage de son époque, ces témoignages extraordinaires qui révèlent l'existence d'animaux exotiques dans des continents lointains. Vous imaginez l'impact de ces découvertes sur un esprit aussi analytique que le sien, quand il apprend l'existence des kangourous en Australie, des lamas en Amérique du Sud, des girafes en Afrique. Comment peut-il encore croire que tous ces animaux ont pu se retrouver ensemble sur une seule embarcation au Moyen-Orient ? C'est exactement cette convergence entre érudition biblique et connaissances scientifiques modernes qui va permettre à Spinoza de produire l'analyse la plus dévastatrice jamais écrite sur l'Arche de Noé. Une analyse si précise, si documentée, si implacable logiquement, qu'elle reste aujourd'hui encore, 3 siècles plus tard, l'une des critiques les plus puissantes jamais formulées contre l'interprétation littérale des récits bibliques. Quand les mathématiques rencontrent la Bible. Mais comment Spinoza s'y prend-il concrètement pour démolir le récit de l'Arche ? Quelle est sa méthode pour transformer une histoire religieuse en problème mathématique? C'est là que son génie éclate dans toute sa splendeur, et vous allez comprendre pourquoi ses contemporains ont été si bouleversés par son approche révolutionnaire. Spinoza commence par faire quelque chose d'apparemment simple, mais en réalité révolutionnaire. Il prend au sérieux les dimensions exactes données par la Bible. Vous connaissez sûrement le passage de la Genèse où Dieu donne à Noé les spécifications précises de l'arche. Tu la feras de 300 coudées de longueur, de 50 coudées de largeur et de 30 coudées de hauteur. Mais que représentent exactement ces mesures? Spinoza, avec sa rigueur habituelle, commence par convertir ces coudées bibliques en mesures de son époque. Une coudée, c'est environ 45 cm. Faites le calcul. 300 coudées de long, cela fait 135 mètres. 50 coudées de large, 22 mètres et demi. 30 coudées de haut, 13 mètres et demi. Vous visualisez ces dimensions? Imaginez un navire de 135 mètres de long.
C'est énorme pour l'époque, mais est-ce suffisant pour la mission que lui assigne la Bible? Spinoza va calculer minutieusement le volume total disponible, environ 40 et 1 000 mètres cubes. Un volume impressionnant, certes, mais est-il suffisant pour ce que le récit biblique prétend y faire entrer? Car c'est là que le problème devient vraiment passionnant. Que doit contenir cette arche selon la Bible? Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Spinoza, avec son esprit méthodique, va dresser un inventaire aussi précis que possible de tous les animaux connus de son époque. Et là, vous allez comprendre l'ampleur du problème. Au XVIIe siècle, les explorations européennes ont déjà révélé l'existence de milliers d'espèces animales sur tous les continents. Comment faire entrer 2 éléphants, 2 hippopotames, 2 rhinocéros, 2 girafes, 2 ours polaires, 2 kangourous, 2 lamas et des milliers d'autres espèces dans un espace de 41 000 mètres cubes? Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette objection évidente. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il calcule l'espace vital nécessaire pour chaque type d'animal. Un éléphant adulte a besoin de combien d'espace pour survivre 40 jours? Et combien de nourriture consomme-t-il quotidiennement? Un éléphant mange environ 200 kilos de végétaux par jour. Multiplié par 40 jours, 8 tonnes de nourriture par éléphant. Pour 2 éléphants, 16 tonnes. Et nous ne parlons là que des éléphants. Vous commencez à saisir l'ampleur du problème. Spinoza va systématiquement calculer les besoins alimentaires de chaque espèce. Les carnivores ont besoin de viande fraîche. Comment conserver de la viande pendant 40 jours sans réfrigération? Et surtout, d'où vient cette viande? Faut-il embarquer des animaux supplémentaires uniquement pour nourrir les prédateurs? Mais alors, il faut aussi nourrir ces animaux supplémentaires, ce qui crée un cercle vicieux impossible à résoudre. Et que dire des besoins spécifiques de chaque espèce? Les poissons ont besoin d'eau douce ou d'eau salée selon leur origine. Comment maintenir des aquariums dans une embarcation en bois? Les oiseaux tropicaux ont besoin de températures élevées. Comment chauffer l'arche? Avec quel combustible? Les animaux nocturnes ont des rythmes de vie différents des animaux diurnes. Comment gérer le bruit, les odeurs, les déjections de milliers d'animaux entassés dans un espace confiné? Mais l'objection la plus dévastatrice de Spinoza concerne la répartition géographique des espèces. Comment les kangourous, qui n'existent qu'en Australie, ont-ils pu arriver jusqu'à l'arche de Noé au Moyen-Orient? Comment sont-ils repartis ensuite uniquement en Australie sans laisser de traces ailleurs? Et les lamas d'Amérique du Sud? Et les ours polaires de l'Arctique? Spinoza fait remarquer avec sa logique implacable que si tous les animaux terrestres descendaient vraiment des passagers de l'arche, on devrait retrouver toutes les espèces sur tous les continents, ou du moins des traces de leur migration depuis le mont Ararat où l'arche s'est posée selon la Bible. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Chaque continent a sa faune spécifique, parfaitement adaptée à son environnement particulier. Cette observation, apparemment simple, révèle la profondeur révolutionnaire de la pensée de Spinoza. Il ne se contente pas de critiquer le récit biblique de l'intérieur. Il le confronte à la réalité observable du monde, et cette confrontation est impitoyable. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse technique. Il s'intéresse à la construction navale de son époque. Existe-t-il, au XVIIe siècle, des techniques permettant de construire un navire de 135 mètres de long entièrement en bois? La réponse est non. Les plus grands navires de l'époque, les vaisseaux de ligne de la marine française ou britannique, ne dépassent pas 80 mètres de long, et ils nécessitent déjà des renforts métalliques pour maintenir leur cohésion structurelle. Un navire de 135 mètres entièrement en bois, soumis aux contraintes d'un déluge universel, se briserait immédiatement sous son propre poids. Spinoza connaît parfaitement les lois de la mécanique. Il sait que la résistance des matériaux impose des limites strictes à la taille des constructions. Dépasser ces limites sans les technologies appropriées, c'est courir à la catastrophe assurée. Et puis, il y a la question de l'étanchéité. Comment rendre parfaitement étanche une embarcation de cette taille, construite entièrement en bois, avec les techniques disponibles à l'époque de Noé? Le calfatage traditionnel, qui consiste à bourrer d'étoupe les joints entre les planches, peut suffire pour de petites embarcations.
Mais pour un navire de cette dimension, soumis aux pressions énormes d'une tempête universelle, c'est totalement insuffisant. Spinoza pousse son analyse jusque dans les moindres détails techniques. Comment évacuer les déjections de milliers d'animaux entassés? Comment assurer la ventilation nécessaire à leur survie? Comment empêcher la fermentation de tonnes de déjections qui produiraient des gaz toxiques? Comment maintenir une température viable pour des espèces venant de tous les climats de la planète? Chaque question soulevée par Spinoza révèle une impossibilité supplémentaire, et l'accumulation de toutes ces impossibilités crée une démonstration d'une puissance irrésistible. Ce n'est plus de la critique religieuse, c'est de la science pure, appliquée à un récit traditionnel. Mais ce qui rend l'approche de Spinoza si remarquable, c'est qu'il ne cherche pas à ridiculiser le récit biblique. Au contraire, il le prend au sérieux, tellement au sérieux qu'il en examine tous les aspects avec une rigueur scientifique impeccable. Et c'est précisément cette rigueur respectueuse qui rend sa démonstration si dévastatrice. De Goethe, la révolution biologique de Spinoza. Mais l'analyse de Spinoza ne s'arrête pas aux problèmes de construction navale et de logistique. Il va pousser sa réflexion vers un domaine encore plus fascinant, la biologie. Et c'est là, peut-être, que son génie éclate le plus brillamment, car il va anticiper de plusieurs siècles des découvertes scientifiques majeures. Comment un homme du XVIIe siècle peut-il développer des intuitions biologiques si précises? La réponse réside dans la méthode unique de Spinoza, l'observation méthodique de la nature combinée à un raisonnement logique implacable. Quand il étudie le récit de l'Arche, il ne se contente pas de calculer des volumes et des poids. Il réfléchit à la nature même de la vie. Première question révolutionnaire que se pose Spinoza. Comment deux individus seulement de chaque espèce peuvent-ils reconstituer une population viable? Cette interrogation apparemment simple révèle une compréhension intuitive de ce qu'on appellera plus tard la génétique des populations. Spinoza observe que dans la nature, les espèces maintiennent leur diversité grâce à de larges populations qui se reproduisent entre elles. Que se passe-t-il quand on réduit une population à 2 individus seulement? Spinoza comprend instinctivement que cette réduction drastique créerait ce qu'on appelle aujourd'hui un goulot d'étranglement génétique. Les descendants de ces 2 seuls reproducteurs seraient forcés de s'accoupler entre frères et sœurs, puis entre cousins, créant une consanguinité généralisée aux conséquences catastrophiques. Mais comment Spinoza peut-il deviner les effets de la consanguinité sans connaître les lois de l'hérédité? Par l'observation directe. Il a certainement remarqué que les éleveurs de son époque évitent soigneusement les accouplements entre animaux trop proches parents, précisément parce qu'ils produisent des descendants fragiles, mal formés ou stériles. Cette observation empirique le conduit à une conclusion logique imparable. 2 individus ne peuvent pas reconstituer une espèce viable à long terme. Il faut une population minimale, suffisamment diverse génétiquement pour maintenir la vitalité d'une espèce. Cette intuition de Spinoza ne sera formalisée scientifiquement qu'au XXe siècle avec les travaux de Sewall Wright sur la génétique des populations. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse biologique. Il s'interroge sur les chaînes alimentaires. Comment maintenir l'équilibre écologique à l'intérieur de l'Arche? Cette question révèle une compréhension remarquablement moderne des écosystèmes. Imaginez la situation. Vous enfermez dans un espace confiné des prédateurs et leurs proies habituelles. Que va-t-il se passer? Les prédateurs vont naturellement chasser leurs proies. Mais si vous n'avez que 2 individus de chaque espèce proie, la première chasse élimine définitivement l'espèce. Et une fois les proies épuisées, que mangent les prédateurs? Ils meurent à leur tour ou se dévorent entre eux. Spinoza développe cette réflexion avec une logique implacable. Pour nourrir un couple de lions pendant 40 jours, combien de couples d'antilopes faut-il embarquer? Et pour nourrir ces antilopes, combien de tonnes d'herbe? Et pour faire pousser cette herbe, quelle surface de terre végétale? Et pour maintenir cette terre, quel système d'irrigation? Chaque question ouvre un abîme de complexité supplémentaire. Mais l'intuition biologique la plus géniale de Spinoza concerne peut-être l'adaptation des espèces à leur environnement.
Il observe que chaque animal est parfaitement adapté à son habitat naturel. Les ours polaires ont une fourrure épaisse pour résister au froid arctique. Les chameaux ont des bosses pour stocker les graisses dans le désert. Les poissons des grands fonds ont des organes spéciaux pour résister à la pression. Comment tous ces animaux, parfaitement spécialisés pour des environnements si différents, pourraient-ils coexister dans l'espace confiné d'une embarcation? Un ours polaire mourrait de chaleur dans le même espace qu'un chameau. Un poisson des abysses exploserait littéralement s'il était remonté à la surface. Spinoza comprend intuitivement que la diversité biologique est le résultat d'une adaptation fine à des environnements spécifiques, pas le produit d'une création uniforme à partir d'un seul lieu. Cette observation le conduit à une révolution conceptuelle majeure. Si les espèces sont adaptées à leurs environnements respectifs, c'est qu'elles ont évolué dans ces environnements. L'idée d'une création simultanée de toutes les espèces dans une seule région géographique devient absurde. Spinoza pousse cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Si un couple de kangourous a survécu au déluge sur l'Arche de Noé, comment a-t-il rejoint l'Australie ensuite? Ces animaux ne savent pas nager sur des milliers de kilomètres d'océan. Ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas traverser les déserts et les chaînes de montagnes qui séparent le Moyen-Orient de l'Australie. Et surtout, pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de kangourous fossiles entre le mont Ararat et l'Australie? Si ces animaux avaient vraiment migré depuis le Moyen-Orient, on devrait retrouver leurs ossements tout le long du chemin parcouru. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Les kangourous n'existent qu'en Australie, comme s'ils avaient toujours vécu là-bas. Cette réflexion conduit Spinoza à une intuition révolutionnaire. Et si les espèces étaient apparues directement dans leurs habitats actuels, au lieu d'avoir été créées toutes ensemble dans un seul endroit? Cette hypothèse explique parfaitement la répartition géographique observée des espèces, alors que l'hypothèse de l'arche ne l'explique pas du tout. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il réfléchit aussi aux mécanismes de reproduction des différentes espèces. Certains animaux ont des cycles de reproduction très longs. Les éléphants portent leurs petits pendant 22 mois. Comment une espèce avec un cycle de reproduction si lent peut-elle reconstituer rapidement une population nombreuse à partir de 2 seuls individus? D'autres espèces ont des comportements reproducteurs très complexes. Certains oiseaux migrateurs ne se reproduisent que dans des lieux très spécifiques, après des rituels de parade nuptiale élaborés. Comment ces comportements complexes peuvent-ils se maintenir chez des animaux stressés, enfermés dans un espace confiné, perturbés par la présence d'autres espèces? Spinoza observe aussi que beaucoup d'espèces dépendent d'autres espèces pour leur survie. Les abeilles pollinisent les fleurs, les vers de terre aèrent la terre, les prédateurs régulent les populations de leurs proies. Comment maintenir ces équilibres écologiques complexes avec seulement 2 représentants de chaque espèce? Toutes ces observations convergent vers une conclusion inévitable. La biodiversité actuelle ne peut pas résulter de la survie de quelques couples d'animaux sauvés par une arche. Elle résulte d'un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, beaucoup plus diversifié. Cette conclusion biologique de Spinoza rejoint parfaitement ses conclusions physiques et logiques. De quelque angle qu'on aborde le problème, l'impossibilité du récit littéral de l'arche devient évidente. Mais cette impossibilité n'est pas une défaite pour Spinoza. C'est au contraire l'ouverture vers une compréhension plus profonde et plus riche de la nature et des textes sacrés. Spinoza prouve. Spinoza, l'arche de Noé n'a jamais pu exister. Script YouTube approfondi en français. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps jusqu'en 1665. Les rues d'Amsterdam résonnent du bruit des sabots sur les pavés mouillés. Dans une petite maison modeste, un homme de 33 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux perçants, trempe sa plume dans l'encre. Il ne le sait pas encore, mais les mots qu'il s'apprête à écrire vont ébranler les fondements de 3 religions monothéistes et révolutionner à jamais notre façon de comprendre les textes sacrés.
Cet homme, c'est Baruch Spinoza. Et ce qu'il va découvrir sur l'Arche de Noé va vous laisser sans voix. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient les idées reçues et nous font réfléchir différemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant aiderait beaucoup plus de personnes à découvrir cette histoire incroyable. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment un philosophe du XVIIe siècle a utilisé la logique pure pour démolir l'un des récits les plus célèbres de l'humanité? Êtes-vous prêt à voir la Bible à travers les yeux du plus grand penseur critique de son époque? Le génie qui défia 3 religions. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi son nom fait-il encore trembler certains théologiens aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort? Pour comprendre la puissance révolutionnaire de son analyse de l'Arche de Noé, nous devons d'abord comprendre l'homme exceptionnel qui se cachait derrière cette démonstration implacable. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, Baruch Spinoza grandit dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Mais saviez-vous que son prénom, Baruch, signifie littéralement « béni » en hébreu? Quelle ironie du destin quand on sait que cet homme béni allait devenir l'un des plus grands iconoclastes de l'histoire de la pensée occidentale. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre des capacités intellectuelles extraordinaires. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol, le hollandais et le latin. Mais surtout, il développe cette curiosité insatiable qui le caractérisera toute sa vie. Vous imaginez un enfant de 12 ans qui pose des questions si dérangeantes sur les textes sacrés que ses professeurs commencent à s'inquiéter. C'était Spinoza. Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le jeune Baruch étudie la Torah, le Talmud et les commentaires rabbiniques. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptent les enseignements traditionnels, lui commence à poser des questions embarrassantes. Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment peut-il y avoir de la lumière avant la création du soleil dans la Genèse? Ces questions, apparemment innocentes, révèlent déjà l'esprit analytique qui va révolutionner l'exégèse biblique. Mais ce qui distingue vraiment Spinoza de tous ses contemporains, c'est sa méthode révolutionnaire. Imaginez-vous à une époque où remettre en question la Bible était passible de mort dans la plupart des pays européens. Comment un homme seul a-t-il eu le courage de développer une approche si radicalement nouvelle? La réponse réside dans son génie méthodologique. Spinoza fut le premier penseur de l'histoire à appliquer les méthodes de la géométrie euclidienne à l'analyse des textes sacrés. Vous connaissez Euclide? Ces éléments de géométrie, avec leurs axiomes, leurs postulats et leurs démonstrations logiques, eh bien, Spinoza a eu cette idée géniale d'appliquer la même rigueur logique à l'étude de la Bible. Mais comment fait-on de la géométrie avec des textes religieux? Spinoza commence par établir des axiomes de base. Premier axiome, la nature suit des lois immuables. Deuxième axiome, ces lois ne peuvent être suspendues, même par Dieu. Troisième axiome, tout phénomène doit pouvoir être expliqué par des causes naturelles. Ces principes, révolutionnaires à l'époque, vont devenir les fondements de l'exégèse moderne. Appliquer ces axiomes à l'Arche de Noé, vous imaginez le résultat? C'est exactement ce que Spinoza va faire, avec une précision chirurgicale qui va réduire en miettes toute possibilité d'une interprétation littérale de ce récit. Mais avant d'aller plus loin, comprenez-vous à quel point cette approche était dangereuse? En 1656, à l'âge de 23 ans seulement, Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. L'acte d'excommunication, conservé aujourd'hui encore dans les archives de la synagogue portugaise, est d'une violence inouïe. Écoutez ces mots terrifiants. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza avait osé dire que la Bible devait être étudiée comme n'importe quel autre livre ancien, avec les mêmes méthodes critiques qu'on applique à Homère ou à Virgile. Vous imaginez le scandale? Un juif qui ose traiter la Torah comme un document historique ordinaire, mais Spinoza ne s'arrête pas là. Exilé de sa communauté, il continue ses recherches
avec une détermination inébranlable. Il développe sa philosophie dans le secret, entouré d'un petit cercle d'amis libres penseurs. Et c'est dans ce contexte qu'il va produire son analyse dévastatrice de l'Arche de Noé. Savez-vous ce qui rend l'approche de Spinoza si unique? Il ne se contente pas de critiquer le récit biblique de l'extérieur, comme un sceptique ordinaire. Non, il entre dans le texte, il l'analyse de l'intérieur, avec toute la rigueur d'un mathématicien et toute la précision d'un linguiste. Il maîtrise parfaitement l'hébreu biblique, il connaît tous les commentaires rabbiniques, il a étudié les traditions chrétiennes et musulmanes. Quand Spinoza critique la Bible, il le fait en connaissance de cause absolue. Et c'est précisément cette maîtrise parfaite qui rend son analyse si dévastatrice. Comment réfuter un homme qui connaît les textes sacrés mieux que la plupart des théologiens de son époque? Comment l'accuser d'ignorance quand il cite l'hébreu avec une précision parfaite et qu'il connaît par cœur les moindres subtilités du texte original? Mais ce qui fascine le plus chez Spinoza, c'est sa méthode d'approche du récit de l'Arche. Au lieu de rejeter l'histoire en bloc, comme le feraient des sceptiques ordinaires, il va la disséquer pièce par pièce avec la précision d'un anatomiste. Il va examiner chaque détail technique, chaque dimension donnée par le texte biblique, chaque implication logique du récit. Vous vous demandez sûrement comment un homme du XVIIe siècle pouvait avoir accès à toutes les connaissances scientifiques nécessaires pour une telle analyse. C'est là que le génie de Spinoza éclate dans toute sa splendeur. Non seulement il maîtrise parfaitement les mathématiques et la physique de son époque, mais il est aussi en contact avec tous les grands savants de son temps. Imaginez la richesse de son réseau intellectuel. Il correspond avec Leibniz, l'un des inventeurs du calcul infinitésimal. Il échange avec Huygens, le grand physicien hollandais qui a découvert les anneaux de Saturne. Il dialogue avec les membres de la Royal Society de Londres, cette académie scientifique qui révolutionne alors notre compréhension de la nature. Mais surtout, Spinoza a accès aux récits de voyage de son époque, ces témoignages extraordinaires qui révèlent l'existence d'animaux exotiques dans des continents lointains. Vous imaginez l'impact de ces découvertes sur un esprit aussi analytique que le sien, quand il apprend l'existence des kangourous en Australie, des lamas en Amérique du Sud, des girafes en Afrique. Comment peut-il encore croire que tous ces animaux ont pu se retrouver ensemble sur une seule embarcation au Moyen-Orient? C'est exactement cette convergence entre érudition biblique et connaissances scientifiques modernes qui va permettre à Spinoza de produire l'analyse la plus dévastatrice jamais écrite sur l'Arche de Noé. Une analyse si précise, si documentée, si implacable logiquement, qu'elle reste aujourd'hui encore, 3 siècles plus tard, l'une des critiques les plus puissantes jamais formulées contre l'interprétation littérale des récits bibliques. Quand les mathématiques rencontrent la Bible. Mais comment Spinoza s'y prend-il concrètement pour démolir le récit de l'Arche? Quelle est sa méthode pour transformer une histoire religieuse en problème mathématique? C'est là que son génie éclate dans toute sa splendeur, et vous allez comprendre pourquoi ses contemporains ont été si bouleversés par son approche révolutionnaire. Spinoza commence par faire quelque chose d'apparemment simple, mais en réalité révolutionnaire. Il prend au sérieux les dimensions exactes données par la Bible. Vous connaissez sûrement le passage de la Genèse où Dieu donne à Noé les spécifications précises de l'arche. Tu la feras de 300 coudées de longueur, de 50 coudées de largeur et de 30 coudées de hauteur. Mais que représentent exactement ces mesures? Spinoza, avec sa rigueur habituelle, commence par convertir ces coudées bibliques en mesures de son époque. Une coudée, c'est environ 45 cm. Faites le calcul. 300 coudées de long, cela fait 135 mètres. 50 coudées de large, 22 mètres et demi. 30 coudées de haut, 13 mètres et demi. Vous visualisez ces dimensions? Imaginez un navire de 135 mètres de long. C'est énorme pour l'époque, mais est-ce suffisant pour la mission que lui assigne la Bible? Spinoza va calculer minutieusement le volume total disponible, environ 40 et 1 000 mètres cubes. Un volume impressionnant, certes, mais est-il suffisant pour ce que le récit biblique prétend y faire entrer? Car c'est là que le problème devient vraiment passionnant.
Que doit contenir cette arche selon la Bible? Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Spinoza, avec son esprit méthodique, va dresser un inventaire aussi précis que possible de tous les animaux connus de son époque. Et là, vous allez comprendre l'ampleur du problème. Au XVIIe siècle, les explorations européennes ont déjà révélé l'existence de milliers d'espèces animales sur tous les continents. Comment faire entrer 2 éléphants, 2 hippopotames, 2 rhinocéros, 2 girafes, 2 ours polaires, 2 kangourous, 2 lamas et des milliers d'autres espèces dans un espace de 41 000 mètres cubes? Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette objection évidente. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il calcule l'espace vital nécessaire pour chaque type d'animal. Un éléphant adulte a besoin de combien d'espace pour survivre 40 jours? Et combien de nourriture consomme-t-il quotidiennement? Un éléphant mange environ 200 kilos de végétaux par jour. Multiplié par 40 jours, 8 tonnes de nourriture par éléphant. Pour 2 éléphants, 16 tonnes. Et nous ne parlons là que des éléphants. Vous commencez à saisir l'ampleur du problème. Spinoza va systématiquement calculer les besoins alimentaires de chaque espèce. Les carnivores ont besoin de viande fraîche. Comment conserver de la viande pendant 40 jours sans réfrigération? Et surtout, d'où vient cette viande? Faut-il embarquer des animaux supplémentaires uniquement pour nourrir les prédateurs? Mais alors, il faut aussi nourrir ces animaux supplémentaires, ce qui crée un cercle vicieux impossible à résoudre. Et que dire des besoins spécifiques de chaque espèce? Les poissons ont besoin d'eau douce ou d'eau salée selon leur origine. Comment maintenir des aquariums dans une embarcation en bois? Les oiseaux tropicaux ont besoin de températures élevées. Comment chauffer l'arche? Avec quel combustible? Les animaux nocturnes ont des rythmes de vie différents des animaux diurnes. Comment gérer le bruit, les odeurs, les déjections de milliers d'animaux entassés dans un espace confiné? Mais l'objection la plus dévastatrice de Spinoza concerne la répartition géographique des espèces. Comment les kangourous, qui n'existent qu'en Australie, ont-ils pu arriver jusqu'à l'arche de Noé au Moyen-Orient? Comment sont-ils repartis ensuite uniquement en Australie sans laisser de traces ailleurs? Et les lamas d'Amérique du Sud? Et les ours polaires de l'Arctique? Spinoza fait remarquer avec sa logique implacable que si tous les animaux terrestres descendaient vraiment des passagers de l'arche, on devrait retrouver toutes les espèces sur tous les continents, ou du moins des traces de leur migration depuis le mont Ararat, où l'arche s'est posée selon la Bible. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Chaque continent a sa faune spécifique, parfaitement adaptée à son environnement particulier. Cette observation, apparemment simple, révèle la profondeur révolutionnaire de la pensée de Spinoza. Il ne se contente pas de critiquer le récit biblique de l'intérieur. Il le confronte à la réalité observable du monde, et cette confrontation est impitoyable. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse technique. Il s'intéresse à la construction navale de son époque. Existe-t-il, au XVIIe siècle, des techniques permettant de construire un navire de 135 mètres de long entièrement en bois? La réponse est non. Les plus grands navires de l'époque, les vaisseaux de ligne de la marine française ou britannique, ne dépassent pas 80 mètres de long. Et ils nécessitent déjà des renforts métalliques pour maintenir leur cohésion structurelle. Un navire de 135 mètres entièrement en bois, soumis aux contraintes d'un déluge universel, se briserait immédiatement sous son propre poids. Spinoza connaît parfaitement les lois de la mécanique. Il sait que la résistance des matériaux impose des limites strictes à la taille des constructions. Dépasser ces limites sans les technologies appropriées, c'est courir à la catastrophe assurée. Et puis, il y a la question de l'étanchéité. Comment rendre parfaitement étanche une embarcation de cette taille, construite entièrement en bois, avec les techniques disponibles à l'époque de Noé? Le calfatage traditionnel, qui consiste à bourrer d'étoupe les joints entre les planches, peut suffire pour de petites embarcations. Mais pour un navire de cette dimension, soumis aux pressions énormes d'une tempête universelle, c'est totalement insuffisant. Spinoza pousse son analyse jusque dans les moindres détails techniques. Comment évacuer les déjections de milliers d'animaux entassés? Comment assurer la ventilation nécessaire à leur survie?
Comment empêcher la fermentation de tonnes de déjections qui produiraient des gaz toxiques? Comment maintenir une température viable pour des espèces venant de tous les climats de la planète? Chaque question soulevée par Spinoza révèle une impossibilité supplémentaire, et l'accumulation de toutes ces impossibilités crée une démonstration d'une puissance irrésistible. Ce n'est plus de la critique religieuse, c'est de la science pure, appliquée à un récit traditionnel. Mais ce qui rend l'approche de Spinoza si remarquable, c'est qu'il ne cherche pas à ridiculiser le récit biblique. Au contraire, il le prend au sérieux, tellement au sérieux qu'il en examine tous les aspects avec une rigueur scientifique impeccable. Et c'est précisément cette rigueur respectueuse qui rend sa démonstration si dévastatrice. De Goethe, la révolution biologique de Spinoza. Mais l'analyse de Spinoza ne s'arrête pas aux problèmes de construction navale et de logistique. Il va pousser sa réflexion vers un domaine encore plus fascinant, la biologie. Et c'est là, peut-être, que son génie éclate le plus brillamment, car il va anticiper de plusieurs siècles des découvertes scientifiques majeures. Comment un homme du XVIIe siècle peut-il développer des intuitions biologiques si précises? La réponse réside dans la méthode unique de Spinoza, l'observation méthodique de la nature combinée à un raisonnement logique implacable. Quand il étudie le récit de l'Arche, il ne se contente pas de calculer des volumes et des poids. Il réfléchit à la nature même de la vie. Première question révolutionnaire que se pose Spinoza. Comment deux individus seulement de chaque espèce peuvent-ils reconstituer une population viable? Cette interrogation apparemment simple révèle une compréhension intuitive de ce qu'on appellera plus tard la génétique des populations. Spinoza observe que dans la nature, les espèces maintiennent leur diversité grâce à de larges populations qui se reproduisent entre elles. Que se passe-t-il quand on réduit une population à deux individus seulement? Spinoza comprend instinctivement que cette réduction drastique créerait ce qu'on appelle aujourd'hui un goulot d'étranglement génétique. Les descendants de ces deux seuls reproducteurs seraient forcés de s'accoupler entre frères et sœurs, puis entre cousins, créant une consanguinité généralisée aux conséquences catastrophiques. Mais comment Spinoza peut-il deviner les effets de la consanguinité sans connaître les lois de l'hérédité? Par l'observation directe. Il a certainement remarqué que les éleveurs de son époque évitent soigneusement les accouplements entre animaux trop proches parents, précisément parce qu'ils produisent des descendants fragiles, mal formés ou stériles. Cette observation empirique le conduit à une conclusion logique imparable. Deux individus ne peuvent pas reconstituer une espèce viable à long terme. Il faut une population minimale, suffisamment diverse génétiquement pour maintenir la vitalité d'une espèce. Cette intuition de Spinoza ne sera formalisée scientifiquement qu'au XXe siècle avec les travaux de Sewall Wright sur la génétique des populations. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse biologique. Il s'interroge sur les chaînes alimentaires. Comment maintenir l'équilibre écologique à l'intérieur de l'Arche? Cette question révèle une compréhension remarquablement moderne des écosystèmes. Imaginez la situation. Vous enfermez dans un espace confiné des prédateurs et leurs proies habituelles. Que va-t-il se passer? Les prédateurs vont naturellement chasser leurs proies. Mais si vous n'avez que deux individus de chaque espèce proie, la première chasse élimine définitivement l'espèce. Et une fois les proies épuisées, que mangent les prédateurs? Ils meurent à leur tour ou se dévorent entre eux. Spinoza développe cette réflexion avec une logique implacable. Pour nourrir un couple de lions pendant 40 jours, combien de couples d'antilopes faut-il embarquer? Et pour nourrir ces antilopes, combien de tonnes d'herbe? Et pour faire pousser cette herbe, quelle surface de terre végétale? Et pour maintenir cette terre, quel système d'irrigation? Chaque question ouvre un abîme de complexité supplémentaire. Mais l'intuition biologique la plus géniale de Spinoza concerne peut-être l'adaptation des espèces à leur environnement. Il observe que chaque animal est parfaitement adapté à son habitat naturel. Les ours polaires ont une fourrure épaisse pour résister au froid arctique. Les chameaux ont des bosses pour stocker les graisses dans le désert. Les poissons des grands fonds ont des organes spéciaux pour résister à la pression. Comment tous ces animaux, parfaitement spécialisés pour des environnements si différents, pourraient-ils coexister dans l'espace confiné d'une embarcation? Un ours polaire mourrait de chaleur dans le même espace qu'un chameau. Un poisson des abysses exploserait littéralement s'il était remonté à la surface.
Spinoza comprend intuitivement que la diversité biologique est le résultat d'une adaptation fine à des environnements spécifiques, pas le produit d'une création uniforme à partir d'un seul lieu. Cette observation le conduit à une révolution conceptuelle majeure. Si les espèces sont adaptées à leurs environnements respectifs, c'est qu'elles ont évolué dans ces environnements. L'idée d'une création simultanée de toutes les espèces dans une seule région géographique devient absurde. Spinoza pousse cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Si un couple de kangourous a survécu au déluge sur l'Arche de Noé, comment a-t-il rejoint l'Australie ensuite? Ces animaux ne savent pas nager sur des milliers de kilomètres d'océan. Ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas traverser les déserts et les chaînes de montagnes qui séparent le Moyen-Orient de l'Australie. Et surtout, pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de kangourous fossiles entre le mont Ararat et l'Australie? Si ces animaux avaient vraiment migré depuis le Moyen-Orient, on devrait retrouver leurs ossements tout le long du chemin parcouru. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Les kangourous n'existent qu'en Australie, comme s'ils avaient toujours vécu là-bas. Cette réflexion conduit Spinoza à une intuition révolutionnaire. Et si les espèces étaient apparues directement dans leurs habitats actuels, au lieu d'avoir été créées toutes ensemble dans un seul endroit? Cette hypothèse explique parfaitement la répartition géographique observée des espèces, alors que l'hypothèse de l'Arche ne l'explique pas du tout. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il réfléchit aussi aux mécanismes de reproduction des différentes espèces. Certains animaux ont des cycles de reproduction très longs. Les éléphants portent leurs petits pendant 22 mois. Comment une espèce avec un cycle de reproduction si lent peut-elle reconstituer rapidement une population nombreuse à partir de 2 seuls individus? D'autres espèces ont des comportements reproducteurs très complexes. Certains oiseaux migrateurs ne se reproduisent que dans des lieux très spécifiques, après des rituels de parade nuptiale élaborés. Comment ces comportements complexes peuvent-ils se maintenir chez des animaux stressés, enfermés dans un espace confiné, perturbés par la présence d'autres espèces? Spinoza observe aussi que beaucoup d'espèces dépendent d'autres espèces pour leur survie. Les abeilles pollinisent les fleurs, les vers de terre aèrent la terre, les prédateurs régulent les populations de leurs proies. Comment maintenir ces équilibres écologiques complexes avec seulement 2 représentants de chaque espèce? Toutes ces observations convergent vers une conclusion inévitable. La biodiversité actuelle ne peut pas résulter de la survie de quelques couples d'animaux sauvés par une arche. Elle résulte d'un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, beaucoup plus diversifié. Cette conclusion biologique de Spinoza rejoint parfaitement ses conclusions physiques et logiques. De quelque angle qu'on aborde le problème, l'impossibilité du récit littéral de l'Arche devient évidente. Mais cette impossibilité n'est pas une défaite pour Spinoza. C'est au contraire l'ouverture vers une compréhension plus profonde et plus riche de la nature et des textes sacrés. Pour démolir le récit de l'Arche. Quelle est sa méthode pour transformer une histoire religieuse en problème mathématique? C'est là que son génie éclate dans toute sa splendeur, et vous allez comprendre pourquoi ses contemporains ont été si bouleversés par son approche révolutionnaire. Spinoza commence par faire quelque chose d'apparemment simple, mais en réalité révolutionnaire. Il prend au sérieux les dimensions exactes données par la Bible. Vous connaissez sûrement le passage de la Genèse où Dieu donne à Noé les spécifications précises de l'arche. Tu la feras de 300 coudées de longueur, de 50 coudées de largeur et de 30 coudées de hauteur. Mais que représentent exactement ces mesures? Spinoza, avec sa rigueur habituelle, commence par convertir ces coudées bibliques en mesures de son époque. Une coudée, c'est environ 45 cm. Faites le calcul. 300 coudées de long, cela fait 135 mètres. 50 coudées de large, 22 mètres et demi. 30 coudées de haut, 13 mètres et demi. Vous visualisez ces dimensions? Imaginez un navire de 135 mètres de long. C'est énorme pour l'époque, mais est-ce suffisant pour la mission que lui assigne la Bible? Spinoza va calculer minutieusement le volume total disponible, environ 40 et 1000 mètres cubes. Un volume impressionnant, certes, mais est-il suffisant pour ce que le récit biblique prétend y faire entrer?
car c'est là que le problème devient vraiment passionnant. Que doit contenir cette arche selon la Bible? Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Spinoza, avec son esprit méthodique, va dresser un inventaire aussi précis que possible de tous les animaux connus de son époque. Et là, vous allez comprendre l'ampleur du problème. Au XVIIe siècle, les explorations européennes ont déjà révélé l'existence de milliers d'espèces animales sur tous les continents. Comment faire entrer 2 éléphants, 2 hippopotames, 2 rhinocéros, 2 girafes, 2 ours polaires, 2 kangourous, 2 lamas et des milliers d'autres espèces dans un espace de 41 000 mètres cubes? Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette objection évidente. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il calcule l'espace vital nécessaire pour chaque type d'animal. Un éléphant adulte a besoin de combien d'espace pour survivre 40 jours? Et combien de nourriture consomme-t-il quotidiennement? Un éléphant mange environ 200 kilos de végétaux par jour. Multiplié par 40 jours, 8 tonnes de nourriture par éléphant. Pour 2 éléphants, 16 tonnes. Et nous ne parlons là que des éléphants. Vous commencez à saisir l'ampleur du problème. Spinoza va systématiquement calculer les besoins alimentaires de chaque espèce. Les carnivores ont besoin de viande fraîche. Comment conserver de la viande pendant 40 jours sans réfrigération? Et surtout, d'où vient cette viande? Faut-il embarquer des animaux supplémentaires uniquement pour nourrir les prédateurs? Mais alors, il faut aussi nourrir ces animaux supplémentaires, ce qui crée un cercle vicieux impossible à résoudre. Et que dire des besoins spécifiques de chaque espèce? Les poissons ont besoin d'eau douce ou d'eau salée selon leur origine. Comment maintenir des aquariums dans une embarcation en bois? Les oiseaux tropicaux ont besoin de températures élevées. Comment chauffer l'arche? Avec quel combustible? Les animaux nocturnes ont des rythmes de vie différents des animaux diurnes. Comment gérer le bruit, les odeurs, les déjections de milliers d'animaux entassés dans un espace confiné? Mais l'objection la plus dévastatrice de Spinoza concerne la répartition géographique des espèces. Comment les kangourous, qui n'existent qu'en Australie, ont-ils pu arriver jusqu'à l'arche de Noé au Moyen-Orient? Comment sont-ils repartis ensuite uniquement en Australie sans laisser de traces ailleurs? Et les lamas d'Amérique du Sud? Et les ours polaires de l'Arctique? Spinoza fait remarquer avec sa logique implacable que si tous les animaux terrestres descendaient vraiment des passagers de l'arche, on devrait retrouver toutes les espèces sur tous les continents, ou du moins des traces de leur migration depuis le mont Ararat, où l'arche s'est posée selon la Bible. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Chaque continent a sa faune spécifique, parfaitement adaptée à son environnement particulier. Cette observation, apparemment simple, révèle la profondeur révolutionnaire de la pensée de Spinoza. Il ne se contente pas de critiquer le récit biblique de l'intérieur. Il le confronte à la réalité observable du monde, et cette confrontation est impitoyable. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse technique. Il s'intéresse à la construction navale de son époque. Existe-t-il, au XVIIe siècle, des techniques permettant de construire un navire de 135 mètres de long entièrement en bois? La réponse est non. Les plus grands navires de l'époque, les vaisseaux de ligne de la marine française ou britannique, ne dépassent pas 80 mètres de long et ils nécessitent déjà des renforts métalliques pour maintenir leur cohésion structurelle. Un navire de 135 mètres entièrement en bois, soumis aux contraintes d'un déluge universel, se briserait immédiatement sous son propre poids. Spinoza connaît parfaitement les lois de la mécanique. Il sait que la résistance des matériaux impose des limites strictes à la taille des constructions. Dépasser ces limites sans les technologies appropriées, c'est courir à la catastrophe assurée. Et puis, il y a la question de l'étanchéité. Comment rendre parfaitement étanche une embarcation de cette taille, construite entièrement en bois, avec les techniques disponibles à l'époque de Noé? Le calfatage traditionnel, qui consiste à bourrer d'étoupe les joints entre les planches, peut suffire pour de petites embarcations. Mais pour un navire de cette dimension, soumis aux pressions énormes d'une tempête universelle, c'est totalement insuffisant. Spinoza pousse son analyse jusque dans les moindres détails techniques. Comment évacuer les déjections de milliers d'animaux entassés? Comment assurer la ventilation nécessaire à leur survie?
Comment empêcher la fermentation de tonnes de déjections qui produiraient des gaz toxiques? Comment maintenir une température viable pour des espèces venant de tous les climats de la planète? Chaque question soulevée par Spinoza révèle une impossibilité supplémentaire, et l'accumulation de toutes ces impossibilités crée une démonstration d'une puissance irrésistible. Ce n'est plus de la critique religieuse, c'est de la science pure, appliquée à un récit traditionnel. Mais ce qui rend l'approche de Spinoza si remarquable, c'est qu'il ne cherche pas à ridiculiser le récit biblique. Au contraire, il le prend au sérieux, tellement au sérieux qu'il en examine tous les aspects avec une rigueur scientifique impeccable. Et c'est précisément cette rigueur respectueuse qui rend sa démonstration si dévastatrice. De Goethe, la révolution biologique de Spinoza. Mais l'analyse de Spinoza ne s'arrête pas au problème de construction navale et de logistique. Il va pousser sa réflexion vers un domaine encore plus fascinant, la biologie. Et c'est là, peut-être, que son génie éclate le plus brillamment, car il va anticiper de plusieurs siècles des découvertes scientifiques majeures. Comment un homme du XVIIe siècle peut-il développer des intuitions biologiques si précises? La réponse réside dans la méthode unique de Spinoza, l'observation méthodique de la nature combinée à un raisonnement logique implacable. Quand il étudie le récit de l'Arche, il ne se contente pas de calculer des volumes et des poids. Il réfléchit à la nature même de la vie. Première question révolutionnaire que se pose Spinoza. Comment deux individus seulement de chaque espèce peuvent-ils reconstituer une population viable? Cette interrogation apparemment simple révèle une compréhension intuitive de ce qu'on appellera plus tard la génétique des populations. Spinoza observe que dans la nature, les espèces maintiennent leur diversité grâce à de larges populations qui se reproduisent entre elles. Que se passe-t-il quand on réduit une population à deux individus seulement? Spinoza comprend instinctivement que cette réduction drastique créerait ce qu'on appelle aujourd'hui un goulot d'étranglement génétique. Les descendants de ces deux seuls reproducteurs seraient forcés de s'accoupler entre frères et sœurs, puis entre cousins, créant une consanguinité généralisée aux conséquences catastrophiques. Mais comment Spinoza peut-il deviner les effets de la consanguinité sans connaître les lois de l'hérédité? Par l'observation directe. Il a certainement remarqué que les éleveurs de son époque évitent soigneusement les accouplements entre animaux trop proches parents, précisément parce qu'ils produisent des descendants fragiles, mal formés ou stériles. Cette observation empirique le conduit à une conclusion logique imparable. Deux individus ne peuvent pas reconstituer une espèce viable à long terme. Il faut une population minimale, suffisamment diverse génétiquement pour maintenir la vitalité d'une espèce. Cette intuition de Spinoza ne sera formalisée scientifiquement qu'au XXe siècle avec les travaux de Sewall Wright sur la génétique des populations. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse biologique. Il s'interroge sur les chaînes alimentaires. Comment maintenir l'équilibre écologique à l'intérieur de l'Arche? Cette question révèle une compréhension remarquablement moderne des écosystèmes. Imaginez la situation. Vous enfermez dans un espace confiné des prédateurs et leurs proies habituelles. Que va-t-il se passer? Les prédateurs vont naturellement chasser leurs proies. Mais si vous n'avez que deux individus de chaque espèce proie, la première chasse élimine définitivement l'espèce. Et une fois les proies épuisées, que mangent les prédateurs? Ils meurent à leur tour ou se dévorent entre eux. Spinoza développe cette réflexion avec une logique implacable. Pour nourrir un couple de lions pendant 40 jours, combien de couples d'antilopes faut-il embarquer? Et pour nourrir ces antilopes, combien de tonnes d'herbe? Et pour faire pousser cette herbe, quelle surface de terre végétale? Et pour maintenir cette terre, quel système d'irrigation? Chaque question ouvre un abîme de complexité supplémentaire. Mais l'intuition biologique la plus géniale de Spinoza concerne peut-être l'adaptation des espèces à leur environnement. Il observe que chaque animal est parfaitement adapté à son habitat naturel. Les ours polaires ont une fourrure épaisse pour résister au froid arctique. Les chameaux ont des bosses pour stocker les graisses dans le désert. Les poissons des grands fonds ont des organes spéciaux pour résister à la pression. Comment tous ces animaux, parfaitement spécialisés pour des environnements si différents, pourraient-ils coexister dans l'espace confiné d'une embarcation? Un ours polaire mourrait de chaleur dans le même espace qu'un chameau. Un poisson des abysses exploserait littéralement s'il était remonté à la surface.
Spinoza comprend intuitivement que la diversité biologique est le résultat d'une adaptation fine à des environnements spécifiques, pas le produit d'une création uniforme à partir d'un seul lieu. Cette observation le conduit à une révolution conceptuelle majeure. Si les espèces sont adaptées à leurs environnements respectifs, c'est qu'elles ont évolué dans ces environnements. L'idée d'une création simultanée de toutes les espèces dans une seule région géographique devient absurde. Spinoza pousse cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Si un couple de kangourous a survécu au déluge sur l'Arche de Noé, comment a-t-il rejoint l'Australie ensuite? Ces animaux ne savent pas nager sur des milliers de kilomètres d'océan. Ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas traverser les déserts et les chaînes de montagnes qui séparent le Moyen-Orient de l'Australie. Et surtout, pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de kangourous fossiles entre le mont Ararat et l'Australie? Si ces animaux avaient vraiment migré depuis le Moyen-Orient, on devrait retrouver leurs ossements tout le long du chemin parcouru. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Les kangourous n'existent qu'en Australie, comme s'ils avaient toujours vécu là-bas. Cette réflexion conduit Spinoza à une intuition révolutionnaire. Et si les espèces étaient apparues directement dans leurs habitats actuels, au lieu d'avoir été créées toutes ensemble dans un seul endroit? Cette hypothèse explique parfaitement la répartition géographique observée des espèces, alors que l'hypothèse de l'arche ne l'explique pas du tout. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il réfléchit aussi aux mécanismes de reproduction des différentes espèces. Certains animaux ont des cycles de reproduction très longs. Les éléphants portent leurs petits pendant 22 mois. Comment une espèce avec un cycle de reproduction si lent peut-elle reconstituer rapidement une population nombreuse à partir de 2 seuls individus? D'autres espèces ont des comportements reproducteurs très complexes. Certains oiseaux migrateurs ne se reproduisent que dans des lieux très spécifiques, après des rituels de parade nuptiale élaborés. Comment ces comportements complexes peuvent-ils se maintenir chez des animaux stressés, enfermés dans un espace confiné, perturbés par la présence d'autres espèces? Spinoza observe aussi que beaucoup d'espèces dépendent d'autres espèces pour leur survie. Les abeilles pollinisent les fleurs, les vers de terre aèrent la terre, les prédateurs régulent les populations de leurs proies. Comment maintenir ces équilibres écologiques complexes avec seulement 2 représentants de chaque espèce? Toutes ces observations convergent vers une conclusion inévitable. La biodiversité actuelle ne peut pas résulter de la survie de quelques couples d'animaux sauvés par une arche. Elle résulte d'un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, beaucoup plus diversifié. Cette conclusion biologique de Spinoza rejoint parfaitement ses conclusions physiques et logiques. De quelque angle qu'on aborde le problème, l'impossibilité du récit littéral de l'arche devient évidente. Mais cette impossibilité n'est pas une défaite pour Spinoza. C'est au contraire l'ouverture vers une compréhension plus profonde et plus riche de la nature et des textes sacrés. Spinoza prouve. Spinoza, l'arche de Noé n'a jamais pu exister. Badwerer, script YouTube approfondi en français. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps jusqu'en 1665. Les rues d'Amsterdam résonnent du bruit des sabots sur les pavés mouillés. Dans une petite maison modeste, un homme de 33 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux perçants, trempe sa plume dans l'encre. Il ne le sait pas encore, mais les mots qu'il s'apprête à écrire vont ébranler les fondements de 3 religions monothéistes et révolutionner à jamais notre façon de comprendre les textes sacrés. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ce qu'il va découvrir sur l'Arche de Noé va vous laisser sans voix. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient les idées reçues et nous font réfléchir différemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant aiderait beaucoup plus de personnes à découvrir cette histoire incroyable. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment un philosophe du XVIIe siècle a utilisé la logique pure pour démolir l'un des récits les plus célèbres de l'humanité? Êtes-vous prêt à voir la Bible à travers les yeux du plus grand penseur critique de son époque? Le génie qui défia 3 religions.
Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi son nom fait-il encore trembler certains théologiens aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort? Pour comprendre la puissance révolutionnaire de son analyse de l'Arche de Noé, nous devons d'abord comprendre l'homme exceptionnel qui se cachait derrière cette démonstration implacable. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, Baruch Spinoza grandit dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Mais saviez-vous que son prénom, Baruch, signifie littéralement « béni » en hébreu? Quelle ironie du destin quand on sait que cet homme béni allait devenir l'un des plus grands iconoclastes de l'histoire de la pensée occidentale. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre des capacités intellectuelles extraordinaires. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol, le hollandais et le latin. Mais surtout, il développe cette curiosité insatiable qui le caractérisera toute sa vie. Vous imaginez un enfant de 12 ans qui pose des questions si dérangeantes sur les textes sacrés que ses professeurs commencent à s'inquiéter. C'était Spinoza. Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le jeune Baruch étudie la Torah, le Talmud et les commentaires rabbiniques. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptent les enseignements traditionnels, lui commence à poser des questions embarrassantes. Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment peut-il y avoir de la lumière avant la création du soleil dans la Genèse? Ces questions, apparemment innocentes, révèlent déjà l'esprit analytique qui va révolutionner l'exégèse biblique. Mais ce qui distingue vraiment Spinoza de tous ses contemporains, c'est sa méthode révolutionnaire. Imaginez-vous à une époque où remettre en question la Bible était passible de mort dans la plupart des pays européens. Comment un homme seul a-t-il eu le courage de développer une approche si radicalement nouvelle? La réponse réside dans son génie méthodologique. Spinoza fut le premier penseur de l'histoire à appliquer les méthodes de la géométrie euclidienne à l'analyse des textes sacrés. Vous connaissez Euclide? Ces éléments de géométrie, avec leurs axiomes, leurs postulats et leurs démonstrations logiques, eh bien, Spinoza a eu cette idée géniale d'appliquer la même rigueur logique à l'étude de la Bible. Mais comment fait-on de la géométrie avec des textes religieux? Spinoza commence par établir des axiomes de base. Premier axiome, la nature suit des lois immuables. Deuxième axiome, ces lois ne peuvent être suspendues, même par Dieu. Troisième axiome, tout phénomène doit pouvoir être expliqué par des causes naturelles. Ces principes, révolutionnaires à l'époque, vont devenir les fondements de l'exégèse moderne. Appliquer ces axiomes à l'Arche de Noé, vous imaginez le résultat? C'est exactement ce que Spinoza va faire, avec une précision chirurgicale qui va réduire en miettes toute possibilité d'une interprétation littérale de ce récit. Mais avant d'aller plus loin, comprenez-vous à quel point cette approche était dangereuse? En 1656, à l'âge de 23 ans seulement, Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. L'acte d'excommunication, conservé aujourd'hui encore dans les archives de la synagogue portugaise, est d'une violence inouïe. Écoutez ces mots terrifiants. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza avait osé dire que la Bible devait être étudiée comme n'importe quel autre livre ancien, avec les mêmes méthodes critiques qu'on applique à Homère ou à Virgile. Vous imaginez le scandale? Un juif qui ose traiter la Torah comme un document historique ordinaire, mais Spinoza ne s'arrête pas là. Exilé de sa communauté, il continue ses recherches avec une détermination inébranlable. Il développe sa philosophie dans le secret, entouré d'un petit cercle d'amis libres penseurs. Et c'est dans ce contexte qu'il va produire son analyse dévastatrice de l'Arche de Noé. Savez-vous ce qui rend l'approche de Spinoza si unique? Il ne se contente pas de critiquer le récit biblique de l'extérieur, comme un sceptique ordinaire. Non, il entre dans le texte, il l'analyse de l'intérieur, avec toute la rigueur d'un mathématicien et toute la précision d'un linguiste. Il maîtrise parfaitement l'hébreu biblique, il connaît tous les commentaires rabbiniques, il a étudié les traditions chrétiennes et musulmanes. Quand Spinoza critique la Bible, il le fait en connaissance de cause absolue. Et c'est précisément cette maîtrise parfaite qui rend son analyse si dévastatrice. Comment réfuter un homme qui connaît les textes sacrés mieux que la plupart des théologiens de son époque?
Comment l'accuser d'ignorance quand il cite l'hébreu avec une précision parfaite et qu'il connaît par cœur les moindres subtilités du texte original? Mais ce qui fascine le plus chez Spinoza, c'est sa méthode d'approche du récit de l'Arche. Au lieu de rejeter l'histoire en bloc, comme le feraient des sceptiques ordinaires, il va la disséquer pièce par pièce avec la précision d'un anatomiste. Il va examiner chaque détail technique, chaque dimension donnée par le texte biblique, chaque implication logique du récit. Vous vous demandez sûrement comment un homme du XVIIe siècle pouvait avoir accès à toutes les connaissances scientifiques nécessaires pour une telle analyse. C'est là que le génie de Spinoza éclate dans toute sa splendeur. Non seulement il maîtrise parfaitement les mathématiques et la physique de son époque, mais il est aussi en contact avec tous les grands savants de son temps. Imaginez la richesse de son réseau intellectuel. Il correspond avec Leibniz, l'un des inventeurs du calcul infinitésimal. Il échange avec Huygens, le grand physicien hollandais qui a découvert les anneaux de Saturne. Il dialogue avec les membres de la Royal Society de Londres, cette académie scientifique qui révolutionne alors notre compréhension de la nature. Mais surtout, Spinoza a accès aux récits de voyage de son époque, ces témoignages extraordinaires qui révèlent l'existence d'animaux exotiques dans des continents lointains. Vous imaginez l'impact de ces découvertes sur un esprit aussi analytique que le sien, quand il apprend l'existence des kangourous en Australie, des lamas en Amérique du Sud, des girafes en Afrique. Comment peut-il encore croire que tous ces animaux ont pu se retrouver ensemble sur une seule embarcation au Moyen-Orient ? C'est exactement cette convergence entre érudition biblique et connaissances scientifiques modernes qui va permettre à Spinoza de produire l'analyse la plus dévastatrice jamais écrite sur l'Arche de Noé. Une analyse si précise, si documentée, si implacable logiquement, qu'elle reste aujourd'hui encore, 3 siècles plus tard, l'une des critiques les plus puissantes jamais formulées contre l'interprétation littérale des récits bibliques. Quand les mathématiques rencontrent la Bible. Mais comment Spinoza s'y prend-il concrètement pour démolir le récit de l'Arche ? Quelle est sa méthode pour transformer une histoire religieuse en problème mathématique? C'est là que son génie éclate dans toute sa splendeur, et vous allez comprendre pourquoi ses contemporains ont été si bouleversés par son approche révolutionnaire. Spinoza commence par faire quelque chose d'apparemment simple, mais en réalité révolutionnaire. Il prend au sérieux les dimensions exactes données par la Bible. Vous connaissez sûrement le passage de la Genèse où Dieu donne à Noé les spécifications précises de l'arche. Tu la feras de 300 coudées de longueur, de 50 coudées de largeur et de 30 coudées de hauteur. Mais que représentent exactement ces mesures ? Spinoza, avec sa rigueur habituelle, commence par convertir ces coudées bibliques en mesures de son époque. Une coudée, c'est environ 45 cm. Faites le calcul. 300 coudées de long, cela fait 135 mètres. 50 coudées de large, 22 mètres et demi. 30 coudées de haut, 13 mètres et demi. Vous visualisez ces dimensions ? Imaginez un navire de 135 mètres de long. C'est énorme pour l'époque, mais est-ce suffisant pour la mission que lui assigne la Bible ? Spinoza va calculer minutieusement le volume total disponible, environ 40 et 1 000 mètres cubes. Un volume impressionnant, certes, mais est-il suffisant pour ce que le récit biblique prétend y faire entrer ? Car c'est là que le problème devient vraiment passionnant. Que doit contenir cette arche selon la Bible ? Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Spinoza, avec son esprit méthodique, va dresser un inventaire aussi précis que possible de tous les animaux connus de son époque. Et là, vous allez comprendre l'ampleur du problème. Au XVIIe siècle, les explorations européennes ont déjà révélé l'existence de milliers d'espèces animales sur tous les continents. Comment faire entrer 2 éléphants, 2 hippopotames, 2 rhinocéros, 2 girafes, 2 ours polaires, 2 kangourous, 2 lamas et des milliers d'autres espèces dans un espace de 41 000 mètres cubes? Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette objection évidente. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il calcule l'espace vital nécessaire pour chaque type d'animal.
Un éléphant adulte a besoin de combien d'espace pour survivre 40 jours? Et combien de nourriture consomme-t-il quotidiennement? Un éléphant mange environ 200 kilos de végétaux par jour, multiplié par 40 jours, 8 tonnes de nourriture par éléphant. Pour 2 éléphants, 16 tonnes. Et nous ne parlons là que des éléphants. Vous commencez à saisir l'ampleur du problème. Spinoza va systématiquement calculer les besoins alimentaires de chaque espèce. Les carnivores ont besoin de viande fraîche. Comment conserver de la viande pendant 40 jours sans réfrigération? Et surtout, d'où vient cette viande? Faut-il embarquer des animaux supplémentaires uniquement pour nourrir les prédateurs? Mais alors, il faut aussi nourrir ces animaux supplémentaires, ce qui crée un cercle vicieux impossible à résoudre. Et que dire des besoins spécifiques de chaque espèce? Les poissons ont besoin d'eau douce ou d'eau salée selon leur origine. Comment maintenir des aquariums dans une embarcation en bois? Les oiseaux tropicaux ont besoin de températures élevées. Comment chauffer l'arche? Avec quel combustible? Les animaux nocturnes ont des rythmes de vie différents des animaux diurnes. Comment gérer le bruit, les odeurs, les déjections de milliers d'animaux entassés dans un espace confiné? Mais l'objection la plus dévastatrice de Spinoza concerne la répartition géographique des espèces. Comment les kangourous, qui n'existent qu'en Australie, ont-ils pu arriver jusqu'à l'arche de Noé au Moyen-Orient? Comment sont-ils repartis ensuite uniquement en Australie sans laisser de traces ailleurs? Et les lamas d'Amérique du Sud? Et les ours polaires de l'Arctique? Spinoza fait remarquer avec sa logique implacable que si tous les animaux terrestres descendaient vraiment des passagers de l'arche, on devrait retrouver toutes les espèces sur tous les continents, ou du moins des traces de leur migration depuis le mont Ararat, où l'arche s'est posée selon la Bible. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Chaque continent a sa faune spécifique, parfaitement adaptée à son environnement particulier. Cette observation, apparemment simple, révèle la profondeur révolutionnaire de la pensée de Spinoza. Il ne se contente pas de critiquer le récit biblique de l'intérieur. Il le confronte à la réalité observable du monde, et cette confrontation est impitoyable. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse technique. Il s'intéresse à la construction navale de son époque. Existe-t-il au XVIIe siècle des techniques permettant de construire un navire de 135 mètres de long entièrement en bois? La réponse est non. Les plus grands navires de l'époque, les vaisseaux de ligne de la marine française ou britannique, ne dépassent pas 80 mètres de long, et ils nécessitent déjà des renforts métalliques pour maintenir leur cohésion structurelle. Un navire de 135 mètres entièrement en bois, soumis aux contraintes d'un déluge universel, se briserait immédiatement sous son propre poids. Spinoza connaît parfaitement les lois de la mécanique. Il sait que la résistance des matériaux impose des limites strictes à la taille des constructions. Dépasser ces limites sans les technologies appropriées, c'est courir à la catastrophe assurée. Et puis, il y a la question de l'étanchéité. Comment rendre parfaitement étanche une embarcation de cette taille, construite entièrement en bois, avec les techniques disponibles à l'époque de Noé? Le calfatage traditionnel, qui consiste à bourrer d'étoupe les joints entre les planches, peut suffire pour de petites embarcations. Mais pour un navire de cette dimension, soumis aux pressions énormes d'une tempête universelle, c'est totalement insuffisant. Spinoza pousse son analyse jusque dans les moindres détails techniques. Comment évacuer les déjections de milliers d'animaux entassés? Comment assurer la ventilation nécessaire à leur survie? Comment empêcher la fermentation de tonnes de déjections qui produiraient des gaz toxiques? Comment maintenir une température viable pour des espèces venant de tous les climats de la planète? Chaque question soulevée par Spinoza révèle une impossibilité supplémentaire, et l'accumulation de toutes ces impossibilités crée une démonstration d'une puissance irrésistible. Ce n'est plus de la critique religieuse, c'est de la science pure, appliquée à un récit traditionnel. Mais ce qui rend l'approche de Spinoza si remarquable, c'est qu'il ne cherche pas à ridiculiser le récit biblique. Au contraire, il le prend au sérieux, tellement au sérieux qu'il en examine tous les aspects avec une rigueur scientifique impeccable. Et c'est précisément cette rigueur respectueuse qui rend sa démonstration si dévastatrice. De Goethe, la révolution biologique de Spinoza. Mais l'analyse de Spinoza ne s'arrête pas aux problèmes de construction navale et de logistique. Il va pousser sa réflexion vers un domaine encore plus fascinant, la biologie. Et c'est là, peut-être, que son génie éclate le plus brillamment,
car il va anticiper de plusieurs siècles des découvertes scientifiques majeures. Comment un homme du XVIIe siècle peut-il développer des intuitions biologiques si précises? La réponse réside dans la méthode unique de Spinoza. L'observation méthodique de la nature combinée à un raisonnement logique implacable. Quand il étudie le récit de l'Arche, il ne se contente pas de calculer des volumes et des poids. Il réfléchit à la nature même de la vie. Première question révolutionnaire que se pose Spinoza. Comment deux individus seulement de chaque espèce peuvent-ils reconstituer une population viable? Cette interrogation apparemment simple révèle une compréhension intuitive de ce qu'on appellera plus tard la génétique des populations. Spinoza observe que dans la nature, les espèces maintiennent leur diversité grâce à de larges populations qui se reproduisent entre elles. Que se passe-t-il quand on réduit une population à 2 individus seulement? Spinoza comprend instinctivement que cette réduction drastique créerait ce qu'on appelle aujourd'hui un goulot d'étranglement génétique. Les descendants de ces 2 seuls reproducteurs seraient forcés de s'accoupler entre frères et sœurs, puis entre cousins, créant une consanguinité généralisée aux conséquences catastrophiques. Mais comment Spinoza peut-il deviner les effets de la consanguinité sans connaître les lois de l'hérédité? Par l'observation directe. Il a certainement remarqué que les éleveurs de son époque évitent soigneusement les accouplements entre animaux trop proches parents, précisément parce qu'ils produisent des descendants fragiles, mal formés ou stériles. Cette observation empirique le conduit à une conclusion logique imparable. 2 individus ne peuvent pas reconstituer une espèce viable à long terme. Il faut une population minimale, suffisamment diverse génétiquement pour maintenir la vitalité d'une espèce. Cette intuition de Spinoza ne sera formalisée scientifiquement qu'au XXe siècle avec les travaux de Sewall Wright sur la génétique des populations. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse biologique. Il s'interroge sur les chaînes alimentaires. Comment maintenir l'équilibre écologique à l'intérieur de l'Arche? Cette question révèle une compréhension remarquablement moderne des écosystèmes. Imaginez la situation. Vous enfermez dans un espace confiné des prédateurs et leurs proies habituelles. Que va-t-il se passer? Les prédateurs vont naturellement chasser leurs proies. Mais si vous n'avez que 2 individus de chaque espèce proie, la première chasse élimine définitivement l'espèce. Et une fois les proies épuisées, que mangent les prédateurs? Ils meurent à leur tour ou se dévorent entre eux. Spinoza développe cette réflexion avec une logique implacable. Pour nourrir un couple de lions pendant 40 jours, combien de couples d'antilopes faut-il embarquer? Et pour nourrir ces antilopes, combien de tonnes d'herbe? Et pour faire pousser cette herbe, quelle surface de terre végétale? Et pour maintenir cette terre, quel système d'irrigation? Chaque question ouvre un abîme de complexité supplémentaire. Mais l'intuition biologique la plus géniale de Spinoza concerne peut-être l'adaptation des espèces à leur environnement. Il observe que chaque animal est parfaitement adapté à son habitat naturel. Les ours polaires ont une fourrure épaisse pour résister au froid arctique. Les chameaux ont des bosses pour stocker les graisses dans le désert. Les poissons des grands fonds ont des organes spéciaux pour résister à la pression. Comment tous ces animaux, parfaitement spécialisés pour des environnements si différents, pourraient-ils coexister dans l'espace confiné d'une embarcation? Un ours polaire mourrait de chaleur dans le même espace qu'un chameau. Un poisson des abysses exploserait littéralement s'il était remonté à la surface. Spinoza comprend intuitivement que la diversité biologique est le résultat d'une adaptation fine à des environnements spécifiques, pas le produit d'une création uniforme à partir d'un seul lieu. Cette observation le conduit à une révolution conceptuelle majeure. Si les espèces sont adaptées à leurs environnements respectifs, c'est qu'elles ont évolué dans ces environnements. L'idée d'une création simultanée de toutes les espèces dans une seule région géographique devient absurde. Spinoza pousse cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Si un couple de kangourous a survécu au déluge sur l'Arche de Noé, comment a-t-il rejoint l'Australie ensuite? Ces animaux ne savent pas nager sur des milliers de kilomètres d'océan. Ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas traverser les déserts et les chaînes de montagnes qui séparent le Moyen-Orient de l'Australie.
Et surtout, pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de kangourous fossiles entre le mont Ararat et l'Australie? Si ces animaux avaient vraiment migré depuis le Moyen-Orient, on devrait retrouver leurs ossements tout le long du chemin parcouru. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe. Les kangourous n'existent qu'en Australie, comme s'ils avaient toujours vécu là-bas. Cette réflexion conduit Spinoza à une intuition révolutionnaire. Et si les espèces étaient apparues directement dans leurs habitats actuels, au lieu d'avoir été créées toutes ensemble dans un seul endroit? Cette hypothèse explique parfaitement la répartition géographique observée des espèces, alors que l'hypothèse de l'arche ne l'explique pas du tout. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il réfléchit aussi aux mécanismes de reproduction des différentes espèces. Certains animaux ont des cycles de reproduction très longs. Les éléphants portent leurs petits pendant 22 mois. Comment une espèce avec un cycle de reproduction si lent peut-elle reconstituer rapidement une population nombreuse à partir de 2 seuls individus? D'autres espèces ont des comportements reproducteurs très complexes. Certains oiseaux migrateurs ne se reproduisent que dans des lieux très spécifiques, après des rituels de parade nuptiale élaborés. Comment ces comportements complexes peuvent-ils se maintenir chez des animaux stressés, enfermés dans un espace confiné, perturbés par la présence d'autres espèces? Spinoza observe aussi que beaucoup d'espèces dépendent d'autres espèces pour leur survie. Les abeilles pollinisent les fleurs, les vers de terre aèrent la terre, les prédateurs régulent les populations de leurs proies. Comment maintenir ces équilibres écologiques complexes avec seulement 2 représentants de chaque espèce? Toutes ces observations convergent vers une conclusion inévitable. La biodiversité actuelle ne peut pas résulter de la survie de quelques couples d'animaux sauvés par une arche. Elle résulte d'un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, beaucoup plus diversifié. Cette conclusion biologique de Spinoza rejoint parfaitement ses conclusions physiques et logiques. De quelque angle qu'on aborde le problème, l'impossibilité du récit littéral de l'arche devient évidente. Mais cette impossibilité n'est pas une défaite pour Spinoza. C'est au contraire l'ouverture vers une compréhension plus profonde et plus riche de la nature et des textes sacrés.